Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast toxique. On est dans l'épisode 2 et vous avez voté la semaine dernière pour pour le sujet de cet épisode qui est la négligence. Alors, pour tout ce qui est négligence, on va déjà définir ce que c'est. Négliger un enfant, c'est ne pas répondre à ses besoins fondamentaux. Donc ça peut être ses besoins physiques, oui, j'ai des antisèches. Donc le plan physique avec tout ce qui est alimentaire, vestimentaire, logement et ce genre de choses, en sachant que si tu n'alimentes pas et que tu n'habilles pas et que tu ne loges pas ton enfant, c'est absolument illégal, donc ce n'est pas un moyen de faire un marché avec tes parents. Je veux dire, on ne dit pas à ses enfants « Oui, mais je t'ai nourri et logé, et je t'ai habillé, je t'ai blanchi, donc tu me dois le respect. » Non, ça c'était le minimum. Si tu ne donnes pas tout ça à ton enfant, tu es un parent négligent. Donc il y a aussi ne pas répondre à ses besoins fondamentaux sur le plan de la santé. Donc si ton enfant est malade et qu'il ne reçoit pas les soins nécessaires pour guérir, eh bien tu as été négligent sur le plan de la santé de ton enfant. Et puis il y a sur le plan éducatif, donc s'il n'y a pas de surveillance ou d'encadrement approprié, ou qu'on ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation, eh bien on est un parent négligent. Donc si vous avez vécu l'un de ces trois cas, eh bien vous avez été négligent. Et d'ailleurs donc ça c'est sur le plan de la loi, mais il y a aussi de la négligence émotionnelle. Je voulais qu'on parle d'une certaine étude scientifique là-dessus, mais j'ai pas du tout préparé mon sujet, donc on va en parler très 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 vite fait. Donc quand on ne prend pas soin de son enfant de manière émotionnelle, eh bien il peut avoir des retards de développement, des retards mentaux, des retards émotionnels, des retards aussi physiques. Parce que je crois qu'on sait, grâce aux enfants dans les orphelinats, que quand un enfant ne reçoit pas de l'affection et du contact physique, eh bien, il se développe moins bien qu'un enfant qui en reçoit. Malheureusement, c'est les enfants orphelins qui ont fait l'objet de ces études-là, parce que voilà. Il y a aussi une étude hyper connue d'un gars au Moyen-Âge, je crois, donc je sais plus exactement. Enfin bon, je vous retrouverai ça. Qui avait essayé de savoir quelle était la langue de Dieu, et du coup qui avait privé, je crois, 7 enfants de tout langage et de tout soin, de toute émotion, pour savoir quelle langue est-ce qu'il parlerait en premier. Et bien, surprise, surprise, quand on ne s'occupe pas d'un enfant, il finit par mourir. Donc, alors après, on ne sait pas si cette expérience, elle était vraie ou fausse, mais en tout cas, c'est ce qui a poussé les scientifiques des temps modernes à faire des études sur le sujet. Et du coup, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, sur les enfants, pour savoir comment est-ce que ça se fait que dans les orphelinats où les enfants qui ne reçoivent pas de soins se développent moins bien que dans les orphelinats où ils reçoivent des soins. Et quand je veux dire des soins émotionnels, quand on les touche, quand on les câline, quand on leur donne de l'affection. Ce qui peut expliquer que parfois on manque beaucoup d'intelligence émotionnelle quand on n'a pas reçu l'affection qu'on voulait. Voilà. Quand je parlais beaucoup des négligences sur la santé, donc on en a parlé pendant cette introduction très très brève de 4 minutes à ce que je vois. Donc moi par exemple, je sais, je l'ai raconté dans plusieurs TikTok, mais j'ai été très 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 négligée sur le sujet de ma santé, et j'ai été très négligée, et pourtant mon père est médecin et ma mère est infirmière, donc pendant toute mon enfance, je pensais que c'était absolument incroyable parce que je ne voyais pas d'autres médecins que mes parents, et que je me disais waouh, ils s'occupent tellement bien de moi, et qu'en fait
qu'en fait ils m'envoient pas voir d'autres médecins, alors qu'en fait non. C'est juste que je pense qu'ils avaient totalement la flemme de m'envoyer voir des spécialistes et que quand je me tordais de douleur, c'était beaucoup plus facile de me dire que j'aurais dû anticiper cette douleur et prendre des médicaments avant d'avoir mal. Je sais pas comment je pourrais anticiper la douleur, mais ok. Plutôt que de m'envoyer voir un spécialiste. Ce qui m'a menée, alors déjà, à avoir été traitée pour des allergies que je n'avais pas, puisque je ne suis jamais allée voir d'allergologue, mais que comme mes parents sont tous les deux allergiques, alors après ça je ne le sais pas puisque je pense qu'ils sont jamais allés voir d'allergologue non plus pour vérifier, mais en tout cas ils m'ont traité pour beaucoup d'allergies, que des allergies, sans jamais m'envoyer chez un ORL, donc je suis restée avec le nez bouché pendant plus de 10 ans en tout cas, sans aller voir d'ORL, en pensant que ce n'était que des allergies, sauf que en plein hiver c'est difficile d'avoir des allergies, et à l'âge de 32 ans je suis allée voir un allergologue, non, un ORL, qui m'a dit « Madame, vous avez un virus dans le nez, prenez ce traitement en 3 semaines et il sera parti », et au bout de 3 semaines, j'ai respiré par le nez très très bien et très très fort. Même si cette semaine il y a beaucoup de pollen, dont je suis vraiment allergique puisque je suis allée voir un allergologue pour le vérifier, et donc j'ai un petit peu le nez qui coule, mais beaucoup moins qu'avant où j'avais complètement le nez bouché, et vous pouvez même aller vérifier cette information dans mes vidéos YouTube où j'ai, pour l'intégralité de toutes mes vidéos sur YouTube, à part le premier épisode de Toxique, il me semble que dans toutes mes vidéos j'ai le nez complètement bouché, donc vraiment c'était quand même assez grave. Et la dernière en date, j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose, on adore, il y a quelques semaines, maintenant ça fait plus d'1 mois maintenant que j'ai été diagnostiquée, et mes parents savaient que j'avais des douleurs absolument horribles pendant mes règles, mes douleurs ont commencé quand j'avais 16 ans, et ils m'ont jamais dit c'est pas normal, va voir un gynéco. Ils m'ont surtout dit t'aurais dû prévoir et prendre des antidouleurs avant que tes règles commencent, c'est de ta faute. Donc en sachant que l'endométriose est une maladie qui s'aggrave avec le temps, si elle n'est pas diagnostiquée à temps, elle s'aggrave. Donc a priori j'ai une endométriose profonde, donc le dernier stade qui peut mener à de l'infertilité. Donc c'est quand même assez grave, et si mes parents avaient eu la présence d'esprit de s'occuper de ma santé plutôt que de leur ego, je pense que ça aurait été quand même vachement plus sympa pour moi, et que j'aurais été en bien meilleure santé aujourd'hui. Donc déjà, commençons par là, les cas de négligence, ça peut être aussi des parents qui ont un ego surdimensionné et qui préfèrent penser que eux sont capables de s'occuper de leur enfant sans jamais les emmener voir des spécialistes, parce que ils pensent que ils sont capables de le faire, alors qu'en fait pas du tout quoi. En fait leur diagnostic est à côté de la plaque, il faut aller emmener ces enfants voir des spécialistes. Les seuls spécialistes que je suis allée voir, c'était un ophtalmo, parce que mes parents ne pouvaient pas créer des lunettes de toutes pièces par eux-mêmes. Et je crois que c'est tout, hein. Je suis pas allée voir... Et des dentistes, évidemment, car ils ne pouvaient pas non plus soigner mes dents. Mais j'ai entendu des histoires de clients cette semaine qui ne sont jamais allés voir de dentiste alors qu'ils avaient des affections très très graves et qui se sont aggravées au fur et à mesure de leur adolescence. Donc je sais que c'est possible aussi. Donc voilà, ça c'était pour ma petite expérience personnelle. Pas très rigolote, mais il y en a d'autres, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ouvre en ce moment même mon compte Instagram pour aller voir les messages que vous m'avez laissés. Donc j'ai fait quelques recherches. Vous avez été beaucoup à me laisser des messages et je vous en remercie énormément. À chaque fois je suis absolument ébahie par l'intérêt que vous portez à mon contenu, et que vous portez à ce que je fais en fait, à mon travail, à ce que je dis, et je suis hyper flattée, hyper contente, hyper heureuse que ça puisse aider des gens. Donc merci, et merci pour tous vos témoignages, parce qu'il y en a eu beaucoup et que je n'en ai sélectionné que 1, 2, 3, 4, 5, non mais déjà 5 c'est énorme, Tévi, qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, par rapport aux 2 de la semaine dernière, alors que je pense
pensais déjà la semaine dernière que 2 c'était énorme, mais là il y en a 5, donc on va essayer de passer en revue tout ça aujourd'hui. Ok, alors nous avons... Ok. Quelqu'un qui me dit « J'ai des anecdotes négligences que je pense pouvoir partager ». Très bien. En effet, j'avais 10 ans et mon frère également. Nous avons 11 mois d'écart. Il venait de les avoir. Vu que nous étions tous deux âgés de 9 ans, ma génitrice a estimé que l'on pouvait donc se débrouiller dans la vie, c'est-à-dire se faire à manger, laver notre chambre, s'occuper de ses devoirs, plier et laver notre linge. Le problème, hors le fait que cela n'est pas censé être donné à des enfants comme tâche, c'est qu'elle oubliait littéralement de faire les courses ou de venir nous chercher à l'école parfois. En effet, nous étions littéralement oubliés. Et en arriver à ce stade, c'est assez traumatisant pour un enfant. Et bien évidemment, rassurer le petit frère comme quoi cela arrivait à tout le monde d'avoir la tête ailleurs et d'oublier des choses, ses enfants. Voilà. Donc après, cette personne me dit « Bon rétablissement car j'étais malade la semaine dernière. » Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour ton témoignage. Donc, alors, j'avais fait un TikTok où je demandais... Ça avait fait un esclandre, ce truc-là. Où je demandais aux adultes qui avaient été maltraités dans leur enfance. Donc c'est vraiment à eux que je m'adressais, pas à tout le reste de la planète qui est venu mettre un commentaire de toute façon. Je demandais aux adultes qui étaient maltraités dans leur enfance, si leurs parents les avaient obligés à apprendre à cuisiner pour ensuite utiliser cette compétence pour faire à manger à toute la famille, pour que les parents n'aient plus jamais à le faire. Et il y a une vraie différence, ok ? Il y a une vraie différence parce que de toute façon, dans mon podcast, il y a très peu de gens qui n'ont pas été maltraités qui vont m'écouter, ou qui ne sont pas, en tout cas, dans le domaine, qui vont m'écouter, mais bear with me. Il y a une vraie différence entre apprendre à son enfant à faire un gâteau pour ensuite le déguster ensemble et faire une super activité et qu'on soit heureux, et dire à son enfant, regarde, là il y a la recette, là il y a les ingrédients, dans 1 heure je veux que ça soit fait parce que j'ai envie d'un gâteau aujourd'hui. C'est pas la même chose, ok ? Et il y a une différence entre responsabiliser son enfant et lui dire bon bah je vais t'apprendre à être autonome, je vais t'apprendre à faire marcher la machine pour laver le linge ou le lave-vaisselle ou ce genre de choses. Je vais t'apprendre à faire tout ça. Et comme ça tu pourras le faire plus facilement et tu vas nous aider pour les tâches ménagères et ce genre de choses. Et lui apprendre pour ensuite, en tant que parent, ne plus jamais le faire. Parce que c'est à son enfant de le faire. Je veux dire, il y a une vraie différence. Une vraie différence. Il y a une différence parce que d'un côté, il y a une histoire de je mets en place une négligence telle que j'apprends à mon enfant à être autonome pour ne plus jamais m'occuper de lui. Et j'aime mon enfant, je veux qu'il soit autonome, du coup je lui apprends les tâches basique de la vie. Il y a une vraie différence entre les deux. Parce que d'un côté, c'est maltraitant et de l'autre, ça ne l'est pas. Et là, on a un vrai exemple dans ce témoignage-là, où en fait, c'était vraiment lui apprendre à tout faire pour que le parent, apprendre aux enfants à tout faire pour que le parent ne puisse ne s'occuper de rien, jusqu'à en oublier ses enfants à l'école. Ce qui, effectivement, est hyper traumatisant, et c'est encore plus traumatisant en tant que grand frère ou grande sœur, de dire à son petit frère ou à sa petite sœur « Non mais t'inquiète, elle nous a juste oubliés parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle est tête en l'air, et voilà. » Enfin, je veux dire, il y a une vraie différence. Et à mon avis, c'était pas l'affaire d'une seule fois, c'était un truc qui était répété, un événement répété, encore et encore, et cette personne a dû, à mon avis, garder des séquelles de ça, parce que sinon elle m'en parlerait pas. Et je trouve que c'est terrible. Et là encore, il y a une vraie différence entre j'ai eu une longue semaine, j'ai beaucoup de travail, je suis très fatiguée, je suis malade, j'oublie mes enfants une seule fois à l'école, et un acte répété, et un acte presque volontaire, en fait, de négligence. Parce que là, c'est de la négligence. Ça n'est pas une seule fois. C'est comme moi avec mon histoire d'endométriose. Ce n'est pas... on savait pas. On savait pas que tous les mois, t'avais tes règles et que tu te tordais de douleur. Non. Je devais me tenir sur un accoudoir de canapé plié en 2
en me pressant le ventre contre un accoudoir de canapé, pour la tête dans les coussins, pour avoir moins mal. Et il me donnait des spasmons et ça n'allait pas mieux. Et il se posait pas la question une seule seconde de « Ah bah c'est pas normal, il faut l'emmener voir un gynéco ». Je n'ai jamais vu de gynécologue de toute mon adolescence. J'ai vu un gynécologue quand je suis partie de chez mes parents. Donc ce n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'oublier de manière absolument répétée son enfant à l'école. Mais là, c'était presque complètement volontaire, en fait, de laisser ses enfants comme ça vivre leur vie. Il y a une vraie différence entre pousser son enfant à l'autonomie parce qu'on l'aime et parce qu'on veut qu'il soit autonome, et pousser son enfant à l'autonomie, obliger son enfant à être autonome pour que on ne puisse plus jamais s'occuper de lui et pour qu'il s'occupe de lui tout seul. C'est une vraie différence. Et donc je veux plus jamais entendre ce genre de choses. Du genre, oh ben moi j'ai appris à cuisiner, j'avais 6 ans avec ma mère et ça s'est trop bien passé. Oui, alors excuse-moi, mais je me doute bien que Jean-François Piège ou Philippe Etchebest, ils ont appris à faire la cuisine dans la cuisine avec leurs parents depuis un très très jeune âge et qu'ils ont kiffé et qu'ils en ont fait leur métier. Je me doute bien que c'était pas de la maltraitance, ok ? Mais par contre, ça n'empêche pas le fait que apprendre des tâches ménagères très très tôt parce qu'on a des parents qui peuvent pas s'occuper de nous, qui ne veulent pas s'occuper de nous, même pas qui ne peuvent pas, mais qui ne veulent pas s'occuper de nous, c'est de la négligence. Ok ? C'est de la négligence. Et dans ce concept de négligence, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on peut se sentir négligé sans que nos parents aient eu une envie et eu une volonté d'être négligent, en fait. Et ça, comment dire, la dernière fois que j'en ai parlé avec un client, c'était un client qui me disait « Mais ma mère, elle m'aime énormément. Elle m'aime énormément, mais j'ai manqué de son amour quand mes parents, ils ont divorcé parce que ils se sont occupés d'eux en premier. » Et c'est ok que leurs parents s'occupent d'eux en premier pendant leur divorce. Mais ça n'empêche pas que l'enfant se sente négligé à ce moment-là, en fait. Et les émotions de tout le monde sont légitimes. Et ça ne veut pas dire que les parents étaient de mauvais parents à ce moment-là. Pas du tout. Ça veut juste dire que l'enfant s'est senti négligé et que c'est comme ça. Et il faut savoir aussi gérer le sentiment de négligence de cet enfant-là qui a eu besoin d'avoir plus d'émotions, qu'on prenne en charge ses émotions à ce moment-là. Et c'est normal. Tout le monde avait raison. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu tort. C'est pas quelqu'un qui était un mauvais parent ou un enfant qui était trop sensible. C'est juste la situation qui est comme ça. Et c'est pareil. Mes parents, ils ont été négligents, mais je ne pense pas qu'ils se disaient « Oh bah tiens, on va la laisser dans la merde, elle souffre, voilà. » Non, ils l'ont pas fait de manière volontaire, mes parents, de laisser mon endométriose se détériorer. Par contre, ça n'empêche pas le fait que ils ont pas du tout écouté mes émotions. Et d'ailleurs, ils ont pas écouté mes émotions. Au-delà de ça, ils ont pas écouté ma douleur, parce que c'était pas juste de la souffrance de pas pouvoir faire des choses, c'était une vraie douleur physique. Ils n'ont pas écouté ça, alors que, ironie du sort, ils sont tous les deux anesthésistes, donc c'est quand même leur taf d'enlever la douleur des gens. Donc voilà. Et ils ont pas fait en sorte de faire tout ça. Et c'est... comment dire ? Je dis pas que ils sont des mauvais parents et que c'était mal et que machin. Non, c'est juste que c'est un fait, en fait. C'est un fait. Ils ont pas écouté ma douleur. Mon endométriose, elle s'est aggravée pendant des années et des années à cause de cette négligence. Et on ne met pas de jugement sur la négligence. C'est juste de la négligence, en fait. C'en est. Et c'est objectivement de la négligence. Donc, il faut prendre en compte ça aussi. C'est qu'il n'y a pas de jugement derrière les mots qu'on pose sur ces comportements-là. Ce ne sont pas des jugements. Dire que un enfant qui est oublié de manière répétée à l'école, presque, enfin je sais pas combien de fois, mais
à un stade tel que le grand frère ou la grande sœur doit rassurer son petit frère ou sa petite sœur en lui disant non mais c'est bon, elle nous a oubliés, mais c'est pas parce qu'elle nous aime plus, hein, c'est juste que voilà, elle était en l'air. C'est quand même grave. C'est quand même grave que le grand frère ou la grande sœur doivent inventer des excuses pour son parent. C'est vraiment, vraiment pas cool. Donc, merci pour ce témoignage. Passons là-dessus et voyons les autres témoignages des autres personnes. Évidemment, mon téléphone s'est mis en veille, donc ça pose un petit peu plus de problème. Mais on va passer à autre chose. Donc, ah oui. Donc j'ai quelqu'un qui m'a juste envoyé un screenshot. Qui était très drôle, de la part de sa mère. C'était en 2013. Donc la personne vivait chez son grand frère à l'époque, grand frère, oui, qui était son tuteur. Donc sa mère, je suppose, n'avait pas de nouvelles puisqu'elle poste nom de la personne qui habite Bordeaux, ne donne aucune nouvelle à sa famille, elle a 19 ans, peut-être qu'elle est dans une secte, faites partager un maximum, merci. Et pourquoi c'est une forme de négligence ? Pourquoi c'est une forme de négligence et pourquoi j'ai gardé ce commentaire-là ? Je vais vous expliquer. Parce que le parent, dans ce cas-là, soit il utilise la situation pour se placer en victime, comme cette mère qui fait style qu'elle ne sait pas où est son enfant, soit la mère ne sait vraiment pas où est son enfant parce qu'elle ne l'a pas écouté, parce qu'elle a oublié, parce qu'elle s'est laissée submerger par ses émotions, et du coup elle finit par faire un esclandre et aussi utiliser la situation. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça m'est arrivé aussi. C'était une histoire vraiment très embarrassante, donc c'était quand je vivais encore avec ma mère. Je faisais des babysitting le soir et ma mère était tout à fait au courant que quand je sortais des cours de la fac, j'allais faire des babysitting. Et un jour, j'étais pas en retard à un babysitting, mais c'est les parents qui allaient être en retard quand ils allaient rentrer. Et donc la mère a essayé de m'appeler. Sauf que moi j'étais en cours, mon téléphone il était éteint, donc voilà. Au lieu de laisser un message, elle a demandé à l'agence de babysitting un autre numéro, et j'ai eu le malheur de mettre en numéro d'urgence le numéro de ma mère. Et donc la mère de famille est tombée sur ma mère, qui lui a dit... ma mère lui a dit « Je ne sais pas où est ma fille, je suis très très inquiète, je ne vois pas où elle est, gna 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 ». Elle a commencé à faire toute une histoire au téléphone. Et quand je suis arrivée sur mon lieu de travail, j'ai eu le droit à une mère livide. La mère de famille, elle était livide. Et elle m'a dit je sais absolument pas ce qui s'est passé, mais votre mère, elle est hyper inquiète et tout machin. Et je lui ai dit non mais attendez, moi je vis chez elle, elle sait très bien que la journée je vais en cours et que le soir je suis chez vous. Donc... je vois pas pourquoi elle vous a dit ça. Et en fait, je ne sais pas si ma mère avait vraiment oublié mon emploi du temps qui était placardé sur le frigo, ou si elle s'en foutait complètement. Et je pense que c'était la deuxième option, mais elle a sauté sur l'occasion pour se faire passer encore une fois pour la victime, pour dire « Ah mais non, mais moi, je m'occupe très bien de ma fille, et je suis très inquiète pour elle quand elle n'est pas là. » Sauf que clairement non. Et clairement elle écoutait pas. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'avais retenu ce petit témoignage, parce que c'est aussi une forme de négligence de ne pas écouter où sont tes enfants et ensuite de faire style que tu as peur parce que tu sais pas où ils sont. T'as négligé l'emploi du temps de tes enfants, tu sais pas où ils sont, et ensuite tu te plains de ne pas savoir où ils sont. C'est très embêtant, très 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 embêtant. Donc, troisième témoignage qui m'est arrivé hier. Alors, hop. Donc, pour mettre les choses dans leur contexte, mes parents sont divorcés depuis que j'ai 3 ans. Je vivais chez ma mère la semaine et un week-end sur 2. J'ai aussi quelques maladies chroniques, dont un diabète de type 1 depuis l'âge de 10 mois. Maintenant que le contexte est posé, passons à l'histoire. Avant mes 6 ans, j'étais traitée pour mon diabète avec des piqûres. Comme je pleurais à chaque fois, elle les faisait le moins possible.
Ça fait du bruit, ce qu'elle ne supporte pas. Génial. Mais en soi, elle n'avait pas trop le choix de s'occuper de moi, sinon c'était direction les urgences. Oui, évidemment, si tu ne traites pas ton diabète, tu décèdes, donc oui. À 6 ans, je suis passée sous pompe à insuline. Pour faire simple, on a un cathéter relié à une petite machine et ça envoie de l'insuline juste en appuyant sur un bouton. À partir de là, j'ai été complètement isolée. Ma mère partait plusieurs heures, voire la nuit, en estimant que je pouvais m'occuper seule de ma maladie à 6 ans. Évidemment, ce n'était pas le cas, j'étais beaucoup trop jeune. Oui, évidemment, oui. Évidemment. Il y avait aussi des changements de cathéter à faire tous les 3 jours. Ne pouvant pas le faire seule à cet âge, oui, j'étais complètement indépendante d'elle. Dépendante d'elle, oui. Elle les changeait une fois par semaine et encore. Ah merde. Donc ça devait être changé une fois tous les 3 jours et elle changeait une fois par semaine. Et encore. Elle contrôlait ma glycémie une fois par jour au lieu de minimum 5. Ça a entraîné plusieurs séjours à l'hôpital à cause d'hyperglycémie, ce qui peut être fatal. Ça, mon cœur descend dans mon ventre quand je lis ce genre de choses. Ok. À l'époque, je n'avais conscience de rien. Vers l'âge de 7-8 ans, elle ne me faisait plus du tout à manger. J'ai donc appris à faire à manger, mais ce n'était pas très équilibré. Donc mes glycémies étaient très élevées. Direction les urgences assez souvent. Vers mes 11 ans, l'hôpital dans lequel j'étais suivie commençait sérieusement à se poser des questions. Tu m'étonnes. De 6 ans à 11 ans, des voyages répétés à l'hôpital parce qu'elle faisait des hyperglycémies. Ils ont donc contacté l'ASE, Aide sociale à l'enfance, qui a mené sa petite enquête. Ils ont voulu me séparer de ma mère car selon eux, elle négligeait ma santé. Surtout ça, quoi. Et comme elle manipulait bien son monde, ils lui ont donné une seconde chance. Ok. Paradoxalement, je voyais beaucoup de psychologues et de psychiatres, mais personne ne se rendait compte de la gravité de la situation. Ayant été dépressive, diagnostiquée depuis mes 8 ans, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide, de scarification, etc. Elle n'appelait que rarement les urgences, elle attendait le dernier moment à chaque fois. Je me retrouvais en hôpital psychiatrique 4 mois et je revenais. Je n'ai jamais eu de relation stable à cause de ce manque de repères constants. Grâce à une psychiatre formidable, j'ai eu le déclic de partir l'avant-veille du confinement de mars 2020. Je suis partie chez mes grands-parents paternels et même si ça n'est pas toujours rose, je découvre un foyer stable et bienveillant qui me demande comment je vais, si j'ai besoin de soutien, etc. Je ne sais pas si je suis légitime à 100% dans cette vidéo. Je n'expliquais que ce qui était en rapport avec la vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à couper les ponts avec ma mère. À chaque fois qu'elle revient par lettre, mail, etc., je cède. Elle n'a jamais présenté d'excuses ou je ne sais quoi, pourtant, mais je n'arrive pas à couper les ponts. J'aimerais vraiment, mais je ne sais pas ce qui m'en empêche. En tout cas, désolée si mon texte est trop long, mais pas du tout. Je te remercie par avance si tu y réponds et passe une bonne journée. Waouh, quelle histoire! Quelle histoire incroyable. Enfin, mais en même temps, je me lasse jamais. Je vous jure, je me lasse jamais. De toutes les histoires, de tous mes clients, de toutes les personnes qui m'appellent, de tous les gens qui m'envoient des messages, je me lasse jamais de vos récits de vie. Ils sont absolument incroyables. Et s'il y a des gens qui pensent que c'est déprimant, c'est parce qu'ils pensent à l'ici et maintenant. Alors que moi, je sais que j'ai été aussi dans cette situation-là. Bah, bon, j'allais pas aux urgences, j'allais pas du tout voir de médecin de toute façon, car mes médecins étaient à la maison et ils me maltraitaient à domicile. Mais j'ai pas vécu cette situation-là, mais j'ai vécu le moment de détresse ultime où t'as l'impression que tu t'en sortiras pas. Et aujourd'hui, j'habite dans une villa en Corse avec mon petit chien que vous pouvez voir normalement sur l'image. J'ai un bureau avec vue sur la mer et j'ai un job incroyable. Et quand j'écoute vos histoires de vie, je me dis waouh, c'est de là que vous partez pour aller mieux. Et vous allez tous surmonter ça et ça va être genre super. Donc waouh, incroyable. Donc dans cette histoire, évidemment, on parle de négligence, mais aussi ça va me donner une belle transition pour vous parler de quelque chose qui s'appelle la dépendance affective. Pour comprendre la dépendance affective, il faut comprendre les profils d'attachement. Alors, je sais que ça a l'air d'être intriqué, mais bear with me, encore une fois, accrochez-vous, vous allez comprendre. Je vais essayer de vulgariser ça de manière très très simple. Ok, alors, j'ai appris ça dans un livre qui s'appelle Attached, mais il a un autre nom en français, de Amir Levin.
Si jamais vous voulez, envoyez-moi des messages pour avoir le nom du livre, mais en gros, si vous mettez Attached dans Google avec Amir Levin, normalement vous trouverez le nom en français de toute façon. C'est les profils d'attachement. Les profils d'attachement, c'est des profils qui sont plus ou moins déterminés dans l'enfance. Donc, commençons par le commencement. Ok, un bébé animal, quand il sort du ventre de sa mère, disons un bébé girafe, il peut ouvrir les yeux, marcher, aller se nourrir, et il peut même courir pour se défendre des prédateurs. Ok, alors que un bébé humain, tu le mets dans la forêt et tu attends qu'il marche, et bien tu vas attendre très très longtemps. Mais par contre, un bébé humain, ça pleure. Ça pleure, et quand on répond favorablement à ses pleurs, à ses besoins, et ben il va développer un profil d'attachement envers ses parents ou envers les gens qui s'occupent d'eux. On appelle ça des caretakers, des gens qui s'occupent d'eux en fait en français. Et donc les gens qui s'occupent d'eux, plus ils répondent favorablement aux pleurs du bébé, aux besoins du bébé, et plus ils s'attachent au bébé, et vice versa, le bébé, plus on répond bien à ses besoins, et plus il va s'attacher aux personnes qui s'en occupent. Mais du coup, quand on s'en occupe pas bien, il se passe quoi ? Et mais il se passe plusieurs choses. Donc il y a 3 principaux profils d'attachement, en sachant qu'ils peuvent s'imbriquer les uns les autres. Donc le premier, c'est l'attachement sécure. Quand je suis dans l'intimité avec une personne, eh bien je me sens bien et j'aime être dans l'intimité avec les gens et je suis très à l'aise et tout va bien. Et paradoxalement, plus je me sens bien avec quelqu'un à qui je suis attachée, et plus je peux aller explorer le monde car je suis en sécurité. Donc c'est ça un profil d'attachement sécure. Et puis il y a le profil d'attachement anxieux. Quand on a un profil d'attachement anxieux, on est anxieux tout le temps, on a besoin de savoir si la personne va nous donner de l'amour ou pas. Et du coup, c'est des gens qui sont collés aux gens qui les aiment, qui ont besoin d'avoir toujours de l'attachement, des preuves d'amour, des preuves d'attachement. Et du coup, par exemple, c'est les gens qui... alors je vais dire un cliché sexiste, mais allons-y. Par exemple, c'est souvent des femmes qui font ça, mais il y a des hommes à qui ça arrive. Souvent des femmes, c'est le cliché de la femme qui, quand son mec va partir en soirée avec des copains, elle va lui envoyer des messages toutes les 5 minutes pour savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, et blablabla, et machin. Donc voilà, ça c'est le profil d'attachement anxieux. Et puis il y a le profil d'attachement évitant. Le profil d'attachement évitant, c'est la personne qui va idéaliser complètement l'intimité et la personne avec qui il ou elle a de l'intimité. Donc il y aura une grosse idéalisation, et plus il y aura cette idéalisation, et plus quand il va rencontrer la personne entre guillemets idéale, et ben il va se rendre compte que c'est pas ça du tout, et du coup l'intimité va le mettre mal à l'aise et il ou elle va fuir. Et donc, c'est des gens qui fuient l'intimité tout en ayant très envie de la partager avec quelqu'un. Et ça s'explique par le fait que quand le bébé a demandé à exprimer ses besoins, ben on y a tout à fait mal répondu, et à chaque fois qu'il se sentait en sécurité, ben en fait il ne l'était pas. Et du coup, il a très envie d'avoir de l'attention, mais à chaque fois qu'il en a, il se sent pas du tout en sécurité, et du coup il fuit. Et le problème avec ces 3 profils d'attachement, d'une part c'est qu'on peut être anxieux et évitant à la fois, alors ça c'est magnifique, et d'autre part c'est que les profils anxieux et les profils évitants, ça dort. Mais vraiment ça dort, c'est le couple maudit. C'est, de manière très cliché, la meuf qui est très anxieuse et le mec qui est très évitant, et plus la meuf est anxieuse et plus le mec est évitant, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et ça crée une forme de dépendance affective absolument dégueulasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et qui se retrouve souvent avec les enfants qui ont été maltraités, d'où c'est là qu'on en revient à cette histoire, à ce témoignage de cette personne qui n'arrive pas à se détacher de sa mère. C'est-à-dire que quand on a un enfant très anxieux, qui a très envie d'avoir de l'affection et qui en manque affectif, à chaque fois que son parent évitant va lui donner une miette d'affection, ça va être comme une overdose. Vraiment, c'est comme une explosion de joie et d'amour à l'intérieur. Oh, il m'a dit « je t'aime » dans un SMS une fois.
Ça fait 10 ans que je l'attends. Et j'ai ressenti ça. Et c'est l'explosion à l'intérieur, c'est waouh! Et du coup, à chaque fois, il y a de moins en moins d'affection qui est donnée, et à chaque fois, cette toute petite dose d'affection devient le truc énorme de toute la life, en fait. Et c'est de plus en plus dur, en fait, de s'en détacher, parce que moins tu reçois d'affection, plus tu en attends, et plus tu en attends, et plus quand tu en reçois, tu es satisfait. Et du coup, bah, t'as pas envie de te détacher de ta toute petite dose d'affection parce que t'en as déjà pas beaucoup. Du coup, si tu coupes les ponts, bah t'en auras plus. Et du coup, c'est pire que tout. Donc c'est ça qu'il faut régler, en fait. C'est ça qu'il faut régler. Et pour régler ça, il faut passer par le deuil du parent idéal. Alors, le deuil du parent idéal, c'est quoi? Quand on est enfant, on passe par cette phase de deuil du parent idéal où on se rend compte que nos parents ne sont pas les surhommes ou surfemmes que l'on croyait, ce ne sont pas les gens qui ont des réponses à toutes nos questions, ce ne sont pas des gens qui sont immortels, parfois ils tombent malades et ils meurent, enfin ce genre de choses. Sauf que quand on a été maltraité physiquement ou psychologiquement, ce deuil du parent idéal, c'est une double peine. Parce que non seulement il faut se rendre compte que nos parents sont des êtres humains, mais en plus, il faut se rendre compte que le manque d'amour que nos parents devraient nous donner, parce que c'est naturel que nos parents normalement nous donnent de l'amour, c'est ce qu'on pense quand on est enfant, parce qu'ils ont répondu à nos besoins, donc ils doivent nous aimer, évidemment. Ce manque-là, eh ben, il faut se faire à l'idée que c'est pas nos parents à nous qui vont le combler. C'est-à-dire que dans cette situation-là, c'est clairement pas la mère de cette personne qui va lui donner l'amour dont elle a besoin. Clairement pas. Clairement pas parce qu'elle ne peut même pas te donner une glycémie normale. Comment veux-tu qu'elle te donne de l'amour? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne peut pas. Et il y a même eu... Enfin, après, je ne connais que ce témoignage-là, que ce message-là, mais j'ai cette impression très désagréable que si cette mère n'amenait sa fille qu'au dernier moment aux urgences, c'est un peu un message désespéré de bah écoute, vas-y, va-t'en quoi en fait. Vas-y, lâche prise. Vas-y, si je n'ai plus à m'occuper de toi, c'est ok. C'est ok. Je ne m'occuperai de toi que si j'en suis vraiment obligée. Donc si ta mère ne s'occupe de toi que si elle est obligée de s'occuper de toi, l'amour c'est pas obligé. Pour elle en tout cas, hein, l'amour c'est pas obligé, donc elle va pas t'en donner, c'est sûr. Donc il va falloir se faire à cette idée-là, que oui t'as besoin d'amour, mais non c'est pas ta mère qui va te le donner. Il va devoir trouver une autre forme d'amour qui va rassasier ce manque qui est à l'intérieur. Et pour ça, bah, soit on fait... Il y a ce qui s'appelle un dialogue intérieur, c'est-à-dire que quand tu ressens ce manque très très fort et très 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 irrationnel, généralement, t'as l'impression d'avoir tel âge. Pardon, à chaque fois je tape dans le micro, je suis vraiment désolée à tous nos éditeurs. J'ai dit no, mais je suis toute seule. Non, c'est moi et Cluclu. Mes auditeurs à moi et Cluclu. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais en plus? Trouble déficitaire de l'attention. Qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, si ta mère... voilà, il y a le dialogue intérieur, donc t'as l'impression d'avoir un âge quand tu ressens ce manque, et cet âge, c'est généralement l'âge où tu as subi des traumatismes, et du coup, c'est cet enfant ou adolescent-là à qui il va falloir parler. Cet enfant ou cet adolescent intérieur qui a tel âge à qui il va falloir parler. Il va falloir lui demander, tu as besoin de quoi? Maintenant c'est moi l'adulte et c'est moi qui vais pouvoir te le donner. Ou alors tu peux aussi trouver des figures maternelles et paternelles dans ta vie qui sont bienveillants et qui vont pouvoir s'occuper de toi. Mais il faut qu'ils soient consentants, bien évidemment, et il faut que ça soit quand même encadré. Parce que bah, tu peux pas choisir ton patron comme figure d'attachement principale sans lui dire, et parce que ça serait tout à fait malsain. Donc voilà, mais en tout cas il faut être encadré, c'est bien d'avoir un accompagnement thérapeutique autour de ça, ou un coaching, je pense que ça serait une bonne idée, et de toute façon
pour tout ce genre de problème, pour tout ce genre de traumatisme, de manière générale, c'est toujours mieux d'être accompagné, et surtout quand il y a de la dépendance affective comme ça. Donc, en tout cas, courage à toi, personne qui m'a laissé ce message. Très bien, passons à un autre témoignage. Hop. Alors, encore des longs témoignages et je vous remercie de prendre le temps de me laisser des aussi longs témoignages. Moi, je trouve ça génial que ça soit long. Oh là, j'espère que personne ne découpera ça. Bon bref, on s'en fiche. À ne pas... S'il vous plaît, pas hors de son contexte. Donc voilà. Moi, j'aime bien que les témoignages soient étayés parce que après, moi, ça me donne le loisir de pouvoir comprendre tout ça dans son entièreté et de pouvoir faire en sorte que tout aille pour le mieux, que l'analyse soit détaillée. Enfin, moi je trouve ça vraiment cool. Donc merci à vous pour vos longs témoignages que je trouve vraiment géniaux. Ok. Coucou, je viens de voir tes TikTok et j'en pense faire partie de ceux que tu peux mettre dans ton prochain podcast. Quand mes parents se sont mis ensemble, tout allait bien, mon père a forcé un peu ma mère pour m'avoir. Comment Comment ça, tout allait bien et ton père a forcé ta mère? Ça s'appelle un viol, non? Bon, bref. Ok, bref, ils m'ont eu, il a commencé à la tromper et sombrer dans l'alcool. Ok, rien ne va dans le début de ce témoignage. Je suis vraiment désolée, mais rien ne va. Il y a des viols, de l'alcoolisme, tout va bien, ok, c'est normal. Très bien. Je ne les voyais que très rarement, souvent chez la nounou ou seule à la maison. Il la frappait très souvent, mais je ne me souviens pas de grand chose à part ma peur chaque jour et mes appels téléphoniques où j'appelais ma famille à l'aide au téléphone et que personne ne voulait aider vu que c'était des problèmes de couple. Mais what the fuck en fait quand un homme frappe sa femme ou que n'importe qui frappe n'importe qui, en fait c'est illégal, il faut appeler la police les enfants, les parents, les personnes de la famille là, wow, l'illégalité, bref, non-assistance à personne en danger, c'est pas bien, attention. Ok, bref, les années passent, mon père toujours alcoolique de pire en pire, j'ai retrouvé ma mère qui a fait une tentative de suicide dans la baignoire, je devais avoir 8-9 ans, et 1-2 ans après mon père qui s'est pendu, mais ok, pas ok, mais ok. Voilà, avec tout ça, bien sûr, ils étaient extrêmement stricts, donc je n'ai pas eu d'enfance normale, et une crise d'adolescence assez compliquée, vu qu'étant rousse de la maternelle au lycée, j'ai été mise de côté et harcelée. Ok, voilà, je ne connais que ma vie en général, ou de ce qu'on me rapporte, ou que l'on me raconte. À présent, je suis une personne froide, mais à côté de ça, qui donne tout dès qu'elle rencontre une personne. J'ai toujours besoin de me sentir aimée, alors qu'à côté de ça, je ne me connais pas moi-même, vu que je ne me souviens de rien, et c'est comme si mon cerveau me disait merde et qu'il bloquait au fur et à mesure des années, comme s'il faisait chaque année un ménage de printemps et qu'il gardait ce qu'il voulait. Au final, j'ai une très petite mémoire et plus le temps passe, plus ça devient complexant parce que autant je peux me souvenir de certaines choses que j'ai appris durant mes années scolaires ou de culture générale, autant les souvenirs personnels c'est la catastrophe. En plus de ça, de mes 16 ans à mes 24 ans, relation avec une pervers narcissique et on m'a découvert une maladie. J'espère en tout cas que personne ne vivra un quart de ce que j'ai vécu, mais oui mon chat. Parce qu'à vivre tous les jours c'est extrêmement pesant, surtout quand tu ne sais pas qui tu es avec cette mémoire sélective, et j'ai toujours eu des parents froids avec aucune affection et aucune félicitation, donc je dois aussi apprendre à avoir une confiance en moi. Bref, une galère. Mais oh là là, mais ton témoignage est incroyable et j'ai hâte que tu trouves un sens à tout ça et que tu trouves ce que tu vas faire de ça pour t'en sortir. Vraiment, parce que je pense qu'il en sort des choses absolument magnifiques. Et je sais pas si vous avez vu par exemple, je vais parler de toute autre chose, mais c'est un truc intéressant, vous allez voir. Je sais pas si vous avez vu un documentaire Netflix sur un coach en développement personnel qui s'appelle Tony Robbins. Et le documentaire s'appelle I am not your guru, je ne suis pas votre gourou. Et au milieu de ce témoignage, il y a... Oh là là, est-ce que je vais pleurer pendant ce podcast? Il y a une fille qui a fait partie d'une secte au Brésil qui s'appelait les Enfants du Soleil, où, en gros, ils violaient les enfants, quoi.
Enfin, c'était affreux. Et la fille, elle a vécu un truc affreux et elle donne son témoignage, ce qui est absolument terrible. Et elle dit, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir parce que je suis le soleil de tout le monde, mais personne n'est mon soleil à moi. Et Tony Robbins, il lui dit, oh, j'ai plus de batterie. Mon Dieu, attendez, il faut que je charge ma batterie, mais je vais continuer à vous parler quand même. Tony Robbins, il lui dit un truc qui est incroyable. Il lui dit, moi je vais te donner l'opportunité de t'en sortir. Et il lui sort un truc. Il lui sort, bah voilà, moi j'ai des assistants qui ont... Enfin, j'ai une équipe qui a besoin d'assistants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner l'opportunité d'aller mieux en t'offrant... Pardon, il faut que je... C'est vraiment n'importe quoi. Je suis en train de brancher ma caméra en fait en même temps que je vous parle. D'ailleurs, ils doivent le voir là à l'écran. C'est très drôle. Bref. Donc, il lui dit... je vais te donner l'opportunité... Oh, j'ai fait tomber la caméra. Bon, c'est parfait. Je vais te donner l'opportunité d'aller mieux. Voilà, très peu professionnel tes vies. Hein. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est les dernières minutes. Viens mon chien, remonte. Donc, il lui dit, je vais te donner une opportunité de t'en sortir. Et du coup, nous, on a besoin d'assistants comme toi qui ont vécu ce genre de choses. Et du coup, ben, tu vas aller mieux et tu vas travailler dans mon équipe. Et il lui offre un poste, comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte que y a un truc dans la vie qui est une théorie qui s'appelle la continuité de l'histoire de vie. La continuité de l'histoire de vie... non, je crois que c'est pas la continuité le mot. C'est l'histoire de vie, c'est l'histoire qu'on se raconte pour mettre de la cohérence derrière, c'est comme ça que ça s'appelle. La cohérence de l'histoire de vie. La cohérence de l'histoire de vie, c'est l'histoire qu'on se raconte quand on raconte notre vie. Et ce qui nous arrive dans notre vie, il n'y a aucun sens là-dedans. Aucun sens. Ou tout a du sens. C'est à vous de choisir ça. Et on s'est rendu compte, peut-être, plus on met du sens dans l'histoire que l'on raconte de notre vie, plus on y met du sens et plus, en fait, plus on y met du sens et plus et moins on est susceptible d'être vulnérable à des traumatismes, en fait. Et mieux on s'en sort. Et j'avais lu ça dans une étude sur le trouble dissociatif de l'identité, où on se demandait mais pourquoi des gens qui ont vécu des traumatismes ont un trouble, un TDI, et pourquoi d'autres qui en ont vécu, moi j'ai vécu des traumatismes mais je n'ai pas de TDI par exemple. Et il mettait cette hypothèse-là, que parfois ce qui nous arrive est tellement injuste, n'a tellement pas de sens, que on finit par développer une autre personnalité carrément, parce que c'est ça le TDI. On développe une autre personnalité, un alter, pour nous défendre et pour faire en sorte que ça ait du sens dans notre vie. Et j'ai hâte que tu trouves cette cohérence d'histoire de vie, pour que tu te rends compte que tout ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu pour rien. Et alors j'aimerais parler aussi du fait que il y a eu beaucoup de négligence là-dedans, et que toutes ces négligences ont été tellement traumatisantes qu'aujourd'hui t'as très peu de mémoire sur tout ce qui t'est arrivé. Alors on va parler d'un concept qui est un concept psychanalytique, donc je n'aime pas trop ça, mais voilà, on va en parler quand même, qui s'appelle le retour du refoulé. En gros, on refoule des mémoires, des souvenirs traumatiques pendant très 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 longtemps, et puis un jour on en sort et on se souvient de ce qui s'est passé, et c'est affreux. Alors moi je l'ai vécu parce que j'ai refoulé un souvenir traumatique pendant plus de 20 ans, et ça a pas été très très cool d'en sortir, mais en sortir ça a été une très bonne chose dans ma vie. Enfin je veux dire, se souvenir de ce qui s'est passé, ça a été une très 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 bonne chose. Viens mon chien, remonte sur le canapé s'il te plaît. Je vais lui demander de remonter parce que sinon ça ne va pas aller et mon petit chien va finir par sauter un petit peu n'importe comment et à faire tomber mon ordinateur, et je n'en ai pas envie. Bref. Et donc ce concept psychanalytique, alors j'avais vu une vidéo d'un youtubeur psy qui avait un petit peu parlé de ça, et tout simplement parfois quand on est enfant, on n'a pas les capacités intellectuelles de savoir si quelque chose est normal ou pas, et si quelque chose est traumatique ou pas.
Et du coup, on ressent des émotions qui sont très très fortes et très 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 négatives. Mais par contre, on ne sait pas pourquoi. Et on le réalise des années plus tard. On réalise des années plus tard que ah bah non, ce que m'a fait mon oncle dans le KGB, en fait, c'était pas un truc normal. Ah bah non, la manière dont ce prof m'a parlé, m'a humilié devant toute la classe, bah c'était pas normal. Ah bah non, la manière dont ce patron m'a harcelé tous les jours de toute ma vie pendant 3 ans, c'était pas normal. Et on s'en rend compte bien plus tard. On s'en rend compte plus tard parce que les émotions fortes ont bloqué toute capacité de rationalisation et d'intellectualisation du truc. Et voilà. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est du refoulement, parce que c'est des trucs qu'on laisse dans un coin de notre tête sans vraiment se dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Mais quand on s'en souvient, c'est effectivement quelque chose de très traumatique. Donc, d'un côté, je t'invite absolument à te faire accompagner par un professionnel. Je te l'invite totalement. Je t'invite à te faire accompagner. Pourquoi je t'invite à te faire accompagner par quelqu'un justement qui est spécialisé dans les traumatismes, c'est surtout pour que si jamais tu ressors de ce refoulement, t'es quelqu'un qui puisse t'aider à t'en sortir en fait, parce que ça peut être extrêmement violent, surtout vu les choses que t'as vécues. Voilà, donc ok. Dernier témoignage pour aujourd'hui. Ça fait déjà 50 minutes qu'on y est. Il y a eu un déchargement de batterie, une caméra qui est tombée, un chien qui est descendu du canapé, tout va bien. Ok. Ok. Donc si j'avais mis ça là, c'est parce qu'il y avait un témoignage? Non. Ok. Donc, depuis l'accident à mon fils, j'ai reçu énormément de soutien et d'affection de mes amis et de mes proches. Ça va faire 2 ans. Je ressasse toutes les souffrances qu'on a subies depuis. Elle m'a demandé si inconsciemment je m'enferme. Donc c'est sa kinésio qui lui a demandé si inconsciemment je ne m'enferme pas dans ce mécanisme de mal-être pour continuer à recevoir l'attention et la reconnaissance de ma souffrance par les autres. Mais que du coup ce serait plus le besoin de reconnaissance de tous les traumas vécus dans mon enfance et que l'accident de mon fils a ouvert cette porte. Donc son fils a eu un accident, elle est allée voir une kinésiologue qui lui a dit qu'il y avait peut-être un lien entre le besoin de reconnaissance et une victimisation pour obtenir cette reconnaissance. Et c'est ce que... parce qu'on parlait de ça, parce qu'on parlait de dépendance affective. Enfin, c'est moi qui parlais de dépendance affective dans une de mes stories sur Instagram. Et c'est complètement lié, la dépendance affective, au fait d'avoir manqué d'amour quand on était enfant et d'avoir des négligences. Elle, comme elle l'a vécu, c'était que quand son fils a eu un accident et qu'elle est allée voir une kinésiologue, elle ne lâchait pas la souffrance qu'elle vivait parce que enfin quelqu'un s'occupait d'elle. Et j'aimerais, parce qu'il y a une notion dangereuse là, dont j'aimerais parler. Il y a une différence entre faire la victime et être une victime. Se poser en victime, c'est utiliser un statut de victime pour avoir quelque chose derrière. Ce que cette fille a fait dans ce témoignage, c'est que elle s'est victimisée, elle s'est posée en victime. Par contre, attention, pour sortir d'un trauma, il faut reconnaître qu'on a vécu un trauma. Donc il faut reconnaître qu'on a été une victime. Et ça, c'est pas se poser en victime, c'est juste être une victime. Et c'est important de reconnaître qu'on est une victime pour passer à autre chose. C'est important de reconnaître que nos parents n'ont pas bien joué, n'ont pas bien fait les choses, que nos parents ont été négligents, qu'on a vécu de la négligence, qu'on a vécu des maltraitances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. C'est hyper important. C'est hyper important pour passer à autre chose. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on a mal, on ne peut pas trouver de traitement pour nous guérir ou pour soulager la douleur. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important de reconnaître qu'on a vécu des maltraitances pour pouvoir traverser le trauma et être capable de vivre avec.
D'ailleurs, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. J'ai vécu toutes ces négligences, j'ai vécu toutes ces maltraitances, maintenant, comment est-ce que je fais pour les oublier? Comment est-ce que je fais pour en lâcher prise? Ben on peut pas. On peut pas. Même aujourd'hui, quand certains voient mes TikTok, ils me disent « Mais t'es hyper énervée quand tu parles de tout ça. » Mais évidemment! Vous voulez que je dise « Oh bah oui, mes parents, ils ont négligé mon endométriose pendant plus de 10 ans. C'est ok. C'est ok. Oh non, mais c'est rien. C'est rien, c'est cool. » Bah non, bien sûr que je suis vénère. Mais ça serait le contraire serait bizarre, non? C'est ça qui serait bizarre. Bien sûr que j'ai encore des émotions qui sont attachées à mes traumas. Bien sûr que tous ceux qui ont traversé leur traumatisme ont encore des émotions qui y sont attachées. Évidemment, quelqu'un qui a vécu un viol va vous... ne va pas vous le raconter comme si c'était un truc cool. Il ou elle va vous le raconter comme si c'était quelque chose de terrible, parce que c'est une expérience terrible. Et passer au-delà de son trauma, traverser son trauma, ça n'est pas ne plus en souffrir quand on en parle. Un traumatisme est une expérience traumatisante. Et comme c'est traumatisant, ça va le rester. Donc ce qu'on apprend quand je dis qu'on traverse le trauma, qu'on traverse toute cette histoire de négligence, ça n'est pas à ne plus être en colère quand on en parle. C'est accepter que c'est ok d'être en colère quand on en parle. C'est accepter que c'est ok d'avoir des émotions négatives. C'est accepter que on est en colère contre nos parents, ou triste, ou qu'on a mal, qu'on souffre. Et c'est ok. C'est ok d'avoir des émotions négatives. Donc, c'est très important. Cette notion, elle est hyper importante. J'aimerais que vous soyez vraiment en accord avec ça. C'est que faire un travail sur soi n'est pas là pour que on oublie toutes nos émotions négatives. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont cette réticence à faire un travail sur eux, parce qu'ils ont refoulé tellement longtemps leurs émotions négatives, pendant tellement longtemps, que ils se demandent, mais si je fais un travail là-dessus maintenant, je vais me foutre en l'air, en fait. Toutes ces émotions négatives qui sont là depuis tellement longtemps que je vais me foutre en l'air. Sauf que c'est faux. C'est si tu les refoules pendant beaucoup plus longtemps qu'il va se passer quelque chose de grave. Si tu t'y prends maintenant et que tu commences à exprimer tes émotions, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Oui, c'est une expérience désagréable de traverser son trauma. Ça l'est. Je vais pas vous mentir. Ça l'est. Mais une fois qu'on l'a fait, mais qu'est-ce qu'on est bien. Et c'est pour ça que quand je lis tous vos témoignages, je ne suis pas triste pour vous. Je suis ok, vous avez fait la première étape, vous en avez parlé. Maintenant, il faut traiter tout ça. Il faut mettre en place toutes ces choses où vous vous sentez mieux. Et admettre, c'est le premier pas. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Déjà plus de 50 minutes de podcast, je pense que c'est très bien, ça fait 2 fois plus que la dernière fois, donc on est cool. Merci à tous pour votre écoute, merci à tous pour votre soutien, à tous et à toutes d'ailleurs pour votre soutien, merci pour vos témoignages. Je vais faire comme la semaine dernière, je vais choisir plusieurs thèmes. Et vous allez choisir ça sur Instagram et sur TikTok. Et on se voit la semaine prochaine, dimanche à 9h, pour l'épisode 3 de Toxique. Bisous!